Bonjour à tous, c'est Florian et bienvenue dans Échange climatique. Considérée comme une source d'énergie verte et renouvelable par ses défenseurs, ses opposants y voient une fausse bonne idée. Selon eux, la méthanisation se caractérise surtout par la pollution qu'elle émet et les nuisances qu'elle fait subir aux riverains. Toujours est-il qu'elle est en plein essor en France et joue un rôle majeur dans la stratégie nationale bas carbone. Alors doit-on s'en réjouir ou au contraire s'en inquiéter ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gabrielle Dufour, cofondatrice de We Are Data Farm, qui travaille avec cette technologie. Elle plaide évidemment pour, mais pas de n'importe quelle manière. Bonne écoute. Bonjour Gabrielle Dufour. Bonjour Florian. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton entreprise, s'il te plaît ? Oui, donc moi je suis Gabrielle Dufour, cofondatrice de Data Farm. Data Farm, c'est une start-up qui a trouvé une solution pour faire fonctionner des data centers avec l'énergie verte et renouvelable et bas carbone du biogaz. Donc à partir de déchets agricoles, on utilise une énergie verte issue de ces déchets et on réinjecte la chaleur des data centers dans la circularité de la méthanisation. Donc ça c'est la solution qu'on a trouvée pour avoir des data centers bas carbone et à l'énergie renouvelable. Voilà. Et puis plus largement, alors mon histoire avec l'agriculture en 2 mots, elle a commencé il y a 5 ans en créant une AMAP à Paris. Donc une AMAP, c'est un réseau de consommateurs et de producteurs locaux en contrat de production et de consommation. Et puis j'ai poursuivi un chemin on va dire de rencontres et de découverte dans l'agriculture grâce aux réseaux sociaux et puis dans la vraie vie ensuite. Et puis je suis venue à Data Farm par chance. Et puis voilà, aujourd'hui je baigne dans l'agriculture et dans des milieux agricoles qui me passionnent. Donc la méthanisation, ça reste relativement peu connu du grand public comme énergie renouvelable par rapport aux éoliennes ou aux photovoltaïques qui sont beaucoup plus médiatiques. Pourtant, la France mise sur un développement conséquent dans sa stratégie nationale bas carbone. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est la méthanisation, le processus, les débouchés ? Oui, tout à fait, oui. Alors, la méthanisation, c'est la transformation des déchets agricoles, des déchets organiques, qui soient d'ailleurs d'origine agricole ou d'origine des déchetteries ou d'origine industrielle, Donc cette matière organique, elle est transformée par des bactéries dans un milieu à la fois protégé de l'oxygène, enfin anaérobie et puis entre 38 et 40 degrés. Et il y a un processus de dégradation de cette matière organique qui va aboutir à la formation de 2 produits qui sont le biogaz et le digestat. Et le biogaz, c'est un gaz qui est constitué en partie de méthane, à peu près 50 à 70% de méthane. Le reste c'est du CO2 et puis des traces de quelques autres gaz. Et ce gaz va être transformé soit par cogénération en électricité et chaleur, soit injecté dans le réseo de gaz que nous connaissons pour les usages du quotidien, ou soit une troisième voie, on peut l'épurer et l'utiliser sur place comme carburant pour les véhicules. D'accord. Donc voilà. Et le deuxième produit, c'est donc qui est produit donc par ce processus de méthanisation, c'est le digestat. Le digestat, c'est tout ce qui n'a pas été dégradé, tout ce qui n'a pas été transformé en biogaz. Et ce digestat, il est utilisé par les agriculteurs comme un fertilisant et un amendant pour les cultures. Tu as parlé de CO2 qui oui. est présent dans ce biogaz. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce CO2 parce que c'est pas très écologique? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que le CO2 qui est... Alors, il y a 2 types, on va dire, de CO2. Il y a le CO2 qui est émis par la combustion, parce que qu'on brûle sur place le biogaz dans un moteur de cogénération, ou bien qu'on le brûle chez soi pour un usage domestique, on finit par brûler le biogaz, on va dire, et donc il y a une émission de CO2 qui est due à cette combustion. Il faut comprendre que cette émission de CO2, elle s'inscrit dans un cycle biogénique du CO2, donc qui est au préalable
il est stocké dans les plantes et dans la biomasse par la photosynthèse. Donc il y a un cycle qui s'équilibre entre le CO2 qui est stocké tous les ans par les cultures et celui qui est émis par la combustion. Donc là, ce CO2 dû à la combustion, il est neutre. Il est considéré comme neutre par tous les, on va dire par le GIEC, dans tous les calculs, on ne le prend pas en compte parce que il s'équilibre en fait. Mais ensuite, bien sûr, on a des émissions de CO2 dues à tout le process de fabrication du gaz. Donc, ça peut aller en cogénération, c'est le moteur qui produit l'électricité. En injection, ça va être l'épurateur. Et puis il y a aussi toutes les émissions induites par exemple les transports d'intrants en camion, ou bien voilà, il y a un certain nombre de pratiques qui sont nouvelles et qui vont générer du CO2 que là bien sûr on comptabilise. Mais on doit aussi comptabiliser le CO2 qui est évité, les émissions de CO2 qui sont évitées par la production de cette énergie renouvelable, et qui est à la fois sur le côté énergétique et sur le côté agricole. Je pense qu'on va en reparler. On va revenir dans un instant sur les bénéfices de la méthanisation. Donc le CO2 qui s'échappe du biogaz, c'est pas possible peut-être de le stocker. Si, bien sûr. Alors ça c'est là où c'est intéressant, c'est que par exemple dans la voie à injection, c'est-à-dire le moment où, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quand on injecte avant d'injecter d'ailleurs le biogaz, qui est ce mélange de méthane et de CO2, avant de l'injecter dans le réseau GRDF, on va l'épurer et on enlève le CO2. Donc on peut le conserver, on peut utiliser ce CO2 ensuite et le valoriser sous d'autres formes. Donc là, on peut encore améliorer le processus et diminuer encore l'empreinte de la fabrication du biométhane. Ça, c'est très intéressant. Et il y a un marché actuellement du CO2 pour justement en agriculture, donc utile pour des serres, utile pour des usages aussi industriels. Donc c'est tout à fait intéressant. Ça vient améliorer encore la circularité. C'est un peu le futur là, la valorisation du CO2 émis par la synthèse de biométhane. Donc on a du biogaz, on essaye de valoriser au plus possible le CO2, il nous reste du biométhane. Oui. T'as parlé rapidement des usages de ce biométhane. Donc il y a dans le réseau de chaleur, la cogénération, donc c'est l'électricité chaleur, et l'injection dans le réseau. Pour toi, quelle est l'utilisation la plus pertinente? Alors, je pense que pour baisser, si l'objectif c'est de diminuer les gaz à effet de serre, je pense que l'injection est plus intéressante puisque en France on a un mix, on va dire, qui est électrique, qui est quand même assez décarboné grâce au nucléaire, qui peut encore être amélioré, donc quand même on a une marge de progression là-dessus. Mais sur le gaz en France, le gaz est essentiellement d'origine fossile, enfin c'est du gaz naturel d'origine fossile, qui a une empreinte qui est importante, et le biogaz, le biométhane, elle vient diviser quasiment par 10 cette empreinte. Donc là on a vraiment tout intérêt à remplacer le gaz naturel par du biométhane. Cela dit, moi maintenant côtoyant des agriculteurs qui travaillent dans des cogénérations, je vois tout l'intérêt aussi de la cogénération dans les territoires, non seulement pour la production d'électricité, mais la chaleur en fait, qui peut être valorisée et qui peut vraiment être intégrée dans un développement, dans une politique de développement du territoire, et puis bien sûr ce qu'on disait tout à l'heure, les externalités positives agronomiques qui sont vraiment très intéressantes pour les agriculteurs. Donc il faut savoir que voilà, les cogénérations souvent elles sont mises en place parce qu'il n'y a pas de réseau de gaz en fait. C'est souvent qu'on n'a pas le choix en fait. On parle beaucoup de notre dépendance aux énergies fossiles. Et est-ce que la méthanisation, elle peut redonner une certaine souveraineté aux régions et à la France par rapport à ces produits, par rapport aux producteurs de gaz naturel à qui elle achète? Tout à fait. Nous sommes complètement dépendants des importations de gaz naturel. C'est un sujet qui maintenant est politique aussi.
la souveraineté sur le plan énergie de l'énergie, c'est vraiment un challenge quelque part des années à venir, et là-dessus la méthanisation s'inscrit complètement dans cet esprit-là, puisque vraiment c'est une production d'énergie locale à partir de biomasse locale qui peut être utilisée localement. Donc là, vraiment, on est dans un esprit de souveraineté, mais aussi de résilience qui est vraiment intéressant. Quel est les avantages de ce digestat? Est-ce qu'on peut parler de substitut d'engrais chimiques? Oui. Le digestat, on l'oublie souvent. C'est vrai que la méthanisation, elle produit du biogaz, c'est une production d'énergie, mais il faut pas oublier ce digestat parce que il est utilisé par les agriculteurs comme je disais, comme fertilisant et amendant, c'est-à-dire l'amendement c'est l'apport de matière carbonée, et le fertilisant c'est l'apport de nitrate, de NPK, donc qui sont les principaux fertilisants nécessaires pour les cultures. Donc ce digestat peut se substituer aux engrais de synthèse dans le cas où on est par exemple dans une production qui n'a pas accès à des fumiers et à des lisiers. Donc je pense aux céréaliers notamment, qui utilisent essentiellement des engrais de synthèse pour quand ils n'ont pas accès à des fumiers. Donc là vraiment le digestat a toute sa place, puisqu'elle vient se substituer aux engrais de synthèse qui, on le sait, sont très très émetteurs, et de par leur fabrication et de par le mode d'épandage. Donc là vraiment on remplace on diminue les émissions dues aux engrais de synthèse. Donc ça c'est une partie. Et puis pour les agriculteurs les agriculteurs éleveurs qui ont déjà des engrais, des effluents d'élevage qu'ils utilisent déjà pour fertiliser leurs terres, la transformation en digestat est vraiment très intéressante parce que elle permet d'avoir un fertilisant qui est plus assimilable, qui en plus permet de diminuer considérablement les émissions dues au stockage des fumiers et des lisiers d'environ 50%, donc c'est très important. D'accord. Donc sur les impacts positifs sur le climat, moi j'avais relevé qu'il y avait des émissions évitées par rapport à l'énergie, puisque brûler du gaz naturel émet plus que brûler du biométhane. Oui. Et des émissions évitées agricoles, donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Oui. Si j'ai bien compris, c'est le fumier, le lisier qui rejette des émissions et le digestat moins, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, c'est-à-dire que si on n'a pas de méthanisation dans une ferme avec un élevage, on doit quand même gérer les effluents d'élevage qui sont les lisiers et les fumiers. Et ces lisiers et fumiers, ils génèrent du méthane notamment, des gaz à effet de serre, mais notamment du méthane qui, on le sait, est un gaz à effet de serre qui est très puissant, qui est en augmentation dans le monde. Alors il faut savoir qu'en France il diminue progressivement, mais dans le monde c'est un gaz à effet de serre qui a des effets très néfastes sur le réchauffement climatique. Donc ce CH4, ce méthane en France, la plus grande partie, elle provient de la digestion des bovins. Mais on a environ 15% d'émissions de CH4 qui est due au stockage et à l'épandage des effluents d'élevage. Donc nous, la méthanisation, elle vient améliorer, diminuer ces émissions dues au stockage, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le processus de méthanisation se fait en anaérobie, donc à l'abri de l'air. Donc le méthane, il est piégé dans les digesteurs, puis il est soit transformé, on a dit, en énergie, mais j'ai expliqué aussi que ce CO2 qui va être brûlé, il appartient à un cycle biogénique. Donc là, on est vraiment dans une amélioration importante des émissions de CH4 dues au stockage des fumiers. Ça c'est la partie fumier, et puis il y a la partie bien sûr ce que tu disais tout à l'heure, je vais y arriver, les émissions évitées grâce aux engrais, grâce au digestat qui remplacent les engrais azotés. Mais alors on peut complètement substituer les engrais azotés au digestat, ou alors il faut quand même, c'est juste qu'on en met moins?
Alors ça dépend des fermes. Et en fait, alors il faut savoir que le digestat, c'est pas du jour au lendemain que les agriculteurs remplacent tous les fumiers par le digestat. Ça se fait progressivement. Un digestat, il y a autant de digestats différents qu'il y a de fermes et qu'il y a d'intrants différents. Donc les agriculteurs, ils apprennent petit à petit à quelque part à dompter un peu, on va dire, leur digestat, à voir avec des mesures sur à la fois sur le taux de carbone dans les sols, sur les taux d'azote, enfin de potasse et de nitrate, enfin ils mesurent tout ça et ça leur permet de savoir quelle quantité ils doivent mettre, rajouter, enlever, etc. Pour avoir un bon équilibre sur leur terre. Et dans certains cas, nous on a rencontré des agriculteurs qui avaient substitué complètement les engrais de synthèse, enfin le digestat aux engrais de synthèse, et qui passent du coup souvent leur culture en bio, en agriculture biologique, puisqu'après c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a enlevé les engrais de synthèse, de passer en bio. Il y en a d'autres qui passent en HVE, donc c'est un label haute valeur environnementale. Donc souvent, oui, ce digestat il permet quand même d'aller vers une amélioration et puis de la qualité et de la production. Donc si l'agriculteur peut passer en bio, ça veut dire que le fumier, le lisier est produit par des vaches qui mangeaient des fourrages bio aussi. C'est ça, oui, tout à fait. Donc là, c'est un cercle, on va dire, vertueux, puisque le digestat, en général, permet de fertiliser des cultures qui ensuite vont permettre de nourrir les vaches. Et c'est un cercle comme ça qui permet effectivement de passer en bio ou, comme je disais, en HVE. Et depuis tout à l'heure, tu parles t'as mentionné 2-3 fois le cycle biogénique. Oui. Donc, peut-être rappeler à ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est un peu comme un être humain qui émet du CO2, c'est pas pour autant qu'on pollue, en respirant, je parle. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que il faut bien distinguer les cycles courts du carbone et les cycles longs. Le cycle court, c'est ce dont je parle, c'est le cycle biogénique, qui est un cycle qui s'équilibre. Effectivement, la respiration, c'est une bonne comparaison. Donc, en agriculture, il y a un certain nombre d'émissions qui s'équilibrent avec la photosynthèse. La photosynthèse, elle capte le CO2 de l'atmosphère pour fabriquer de la matière organique. La plante fabrique de la matière organique. Et ensuite, voilà, il y a ce cycle. Ce CO2, ensuite, s'il est dégradé et émis à nouveau dans l'air, il est à nouveau recapté par la photosynthèse. Donc là, on est ce qu'on appelle dans un cycle court. Par contre, le cycle long, on les connaît. Les cycles longs, ce sont c'est les CO2 d'origine fossile, donc où on va extraire des pétroles ou des gaz qui sont depuis des millions d'années dans les sols, qui sont stockés dans les sols, et on va les brûler. Et ce CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, il n'est pas récupéré par un cycle. Au bout d'un moment, les plantes, elles arrivent à saturation. Donc il y a un déséquilibre qui se crée. Donc voilà, c'est ce carbone d'origine fossile qu'il faut absolument contre lequel il faut absolument lutter. D'autres arguments pour la méthanisation, tu me disais en préalable qu'il y avait aussi des arguments économiques à faire valoir. Oui, bien sûr, oui. Alors la méthanisation dans une ferme, c'est un moyen pour les agriculteurs pour de valoriser, de mieux valoriser leur biomasse, de valoriser les déchets de la ferme. Ça permet un complément de revenus qui permet de réinvestir dans la ferme. Donc moi j'ai visité beaucoup d'unités de méthanisation dans lesquelles la méthanisation permettait à la fois de pérenniser la situation, la ferme qui est déjà existante. Il faut savoir que les fermes, par exemple, les producteurs de lait ou de viande, ils ont du mal à vivre en France actuellement, à gagner leur vie. Donc c'est souvent sur ce type de ferme de polyculture élevage que s'adossent les unités de méthanisation. Donc ça permet à des fermes de non seulement de survivre, mais de redonner un élan, de donner envie aux jeunes de s'installer, d'équilibrer financièrement la ferme, et puis de réinvestir, puisqu'on sait que l'agroécologie, on la veut, mais il faut des investissements pour changer de pratique, pour agrandir des bâtiments, pour les équiper, donc ça retentit aussi sur le bien-être animal. Par exemple, les
les vaches qu'on voit, hein, les cheptels qu'on voit sont souvent très très bien dans les unités de méthanisation, sont souvent c'est très confortable. Les bâtiments sont très grands, avec des ouvertures sur l'extérieur, avec des moyens de récupérer les effluents d'élevage automatisés. Par exemple, pour les producteurs de lait, c'est aussi ils peuvent investir dans des robots de traite. Alors les robots de traite, il faut savoir que c'est un très grand confort à la fois pour les éleveurs et pour les animaux, hein. C'est beaucoup plus confortable, moins stressant pour les vaches. Donc on voit bien, nous dans les fermes qu'on visite, que la méthanisation, elle apporte vraiment un plus à la ferme, hein. C'est pas quelque chose qui vient en compétition ou qui vient être un danger pour l'activité agricole existante. C'est plutôt le contraire, c'est plutôt elle vient la soutenir, elle vient redonner un peu d'envie aussi aux jeunes. C'est très important parce qu'on sait aussi que les populations agricoles, elles vieillissent, et que c'est un enjeu aussi de réussir à garder des agriculteurs qui vont pouvoir continuer à nous nourrir, hein. Donc, je vais juste faire un point sur les intrants pour pouvoir poser ma prochaine question. Donc, dans les intrants, pardon, il y a des effluents d'élevage. Donc, c'est fumier, lisier, entre autres. Il y a des matières végétales. Et il y a des déchets de collectivité. Du coup, ma question, c'est à quoi étaient destinés ces intrants avant la méthanisation, avant qu'il y ait une usine de méthanisation? Oui, alors tout ce qui est agricole était utilisé déjà comme fertilisant et comme amendement, hein, pour les cultures. Ensuite, les déchets des collectivités, les déchets, on sait que c'est un enjeu, c'est aussi un enjeu pour nous actuellement, hein. On fait très peu, on trie peu en France, on fait peu de compostage, peu de méthanisation des déchets, des biodéchets, donc ça la méthanisation peut aussi venir traiter une bonne partie de ces déchets, de ces biodéchets des collectivités, des biodéchets des cantines, les biodéchets des collectivités, donc des gens, hein, de nous. Donc ça la méthanisation peut vraiment venir améliorer ces émissions qui existent aussi, puisque le traitement des déchets, tu me demandes qu'est-ce qu'on faisait avant sans la méthanisation. Ces déchets, ils sont la plupart du temps soit à l'air libre, soit incinérés, donc avec quand même des émissions importantes aussi de CH4, et puis des émissions une très mauvaise valorisation des déchets pour l'instant. Donc voilà. Alors, on comprend que c'est un gain net, hein, pour les déchets qui étaient gâchés, entre guillemets. Par contre, pour les effluents d'élevage, ils étaient déjà utilisés comme engrais. Est-ce que du coup il n'y a pas une perte pour les agriculteurs de ce côté-là? Est-ce que le fumier, le lisier est un meilleur engrais que le digesta, ou c'est l'inverse? C'est toute une question. Toute une question. Alors, les agriculteurs, ils doivent trouver un équilibre entre la matière organique qui rentre et celle qui sort, hein. En gros, trouver le bon équilibre pour avoir des terres qui vont dans le bon sens, hein, avec une matière organique qui avec du carbone qui va plutôt augmenter, avec des fertilisants qui sont à l'équilibre, qui sont pas trop en excès non plus. Donc il y a vraiment beaucoup de pratiques qui n'est pas simple, que ce soit avec des effluents d'élevage ou avec du digestat. Donc en fait, on retrouve un peu les mêmes problématiques et les mêmes avantages, hein, aussi entre du digestat et des effluents d'élevage. Alors sachant que dans le digestat, on a perdu un peu de carbone quand même, puisqu'il a été transformé en CH4, hein, qui est ensuite valorisé. Donc ce carbone, il doit être compensé soit par une biomasse supplémentaire qui est produite par l'agriculteur. Donc ça, c'est l'objet par exemple des cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, dont on pourra parler si tu veux, parce que c'est vraiment un vrai sujet, une vraie externalité positive dans l'agroécologie en méthanisation. Donc les cives peuvent apporter par le système de racines et par les chaumes, c'est la partie aérienne qu'on va laisser sur place, elles peuvent apporter du carbone dans le sol. Et puis elles ont aussi plein d'autres usages, hein, mais et aussi par rapport à ce carbone, on peut aussi avoir
il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont méthaniser, on le disait tout à l'heure, des biodéchets. Alors ça peut être par exemple des tontes de gazon de la commune, ou ça peut être des biodéchets de la collectivité. Et ça, c'est aussi un apport de matière organique supplémentaire dans la ferme. Donc et à la fois ça a du sens, c'est un retour au sol cette matière organique qui vient d'un autre sol agricole, mais quelque part c'est un retour au sol qui a vraiment du sens. Donc à quoi ressemble un mix dans un digesteur à peu près? J'imagine que chaque mix est différent, chaque digesteur est différent. Oui, chaque digesta, les digestats ils sont comment dire, ils reflètent les intrants. Et dans les intrants, tu as dans une majorité des méthanisations agricoles en France, elles méthanisent quand même plus de 60% des effluents d'élevage. Donc tu as quand même une grosse majorité des effluents. 60% c'est souvent un minimum, ça peut aller bien plus, ça peut être 80-85%. Ces effluents d'élevage, donc tu retrouves en fait les fumiers, les lisiers des agriculteurs qui géraient déjà auparavant. Alors il y a des agriculteurs aussi qui vont gérer les fumiers et lisiers de leurs voisins, ça a beaucoup d'intérêt, des voisins qui n'ont pas les moyens d'acheter un méthaniseur, c'est des gros investissements, donc il peut aussi y avoir des projets de groupe, donc ça c'est aussi intéressant. Mais tout ça, je reviens à la soupe qui est le digesta. Donc il y a cette partie effluent, et puis il y a tout ce qu'on va rajouter, on a dit des déchets, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, voilà, toute cette partie carbonée qui a un pouvoir méthanogène assez intéressant. Les cultures il faut savoir, la culture intermédiaire, les déchets de céréales, tout ça, les déchets agroalimentaires, les vieilles farines, les vieilles huiles, tout ça a un pouvoir méthanogène qui est très intéressant, qui est plus intéressant que celui des effluents d'élevage. Donc, l'agriculteur, il doit trouver un bon équilibre entre ces intrants qu'il va mettre, ce qui a du sens qu'ils mettent dans ces intrants. Ce qui a du sens, bien sûr, c'est les effluents d'élevage, parce que pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Mais il y a ce qui a du sens, et puis il y a ce qui est efficace. Et ce qui est efficace, c'est plutôt les déchets de céréales et les végétaux. Voilà, les végétaux ont vraiment un pouvoir méthanogène plus important. Donc, il va essayer d'équilibrer un peu pour avoir à la fois quelque chose qui soit efficace et qui génère de la puissance. Et beaucoup de biogaz, et à la fois les digestats, enfin les effluents d'élevage aussi qu'il faut quand même méthaniser. Alors ça nous amène justement à un sujet qui est que comment dire, en Allemagne par exemple, les agriculteurs allemands ils méthanisent essentiellement du maïs, parce que le maïs, ça a un pouvoir méthanogène très important. Nous, en France, on ne fait pas ça, parce que on a limité par décret le pourcentage d'intrants qui est de la culture dédiée, on va dire, qui est du maïs, ou qui est de la céréale qui est très méthanogène. Donc, on a limité à 15% cet apport de culture dédiée. Du coup, on trouvera jamais en France des agriculteurs qui fonctionnaient leur méthaniseur avec de la culture dédiée. Donc ça, c'est vraiment très important. Et même il y a des mécanismes de subvention qui sont liés à la prime aux effluents d'élevage, par exemple, qui incite les agriculteurs à méthaniser leurs déchets, à méthaniser les effluents d'élevage. D'accord. Donc à partir de 60%, la prime elle est maximale. Donc ça a incité un grand nombre d'agriculteurs, d'éleveurs, à méthaniser leurs effluents d'élevage, qui, même s'ils n'ont pas un pouvoir méthanogène très important, il s'est compensé par cette prime d'effluents d'élevage. D'accord. Alors, il y a différents types de méthaniseurs. Il y a des méthaniseurs industriels, agricoles territoriales et agricoles autonomes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils se différencient? Oui, alors moi je suis plutôt dans mon entreprise Data Farm Energy, on est engagé avec des agriculteurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la valorisation par les agriculteurs de leurs déchets, et ça, on trouve que ça a beaucoup de sens avec le retour au sol des digestats, etc. Ça, c'est une vision qu'on partage avec eux. Donc moi, je connais plutôt la méthanisation agricole, mais je pense que tout type de méthanisation a son intérêt. La méthanisation, alors il y a
agricole, tu viens de le dire, il y en a deux types. Il y a l'agriculteur qui installe une méthanisation chez lui, souvent de petite taille, adaptée à la taille de sa ferme, à ses possibilités d'incorporation d'intrants. Et puis il y a des méthaniseurs de type territorial où on va avoir une association d'agriculteurs, 4, 5, 6, 10, plus parfois, qui vont mutualiser tous leurs moyens, leurs intrants, et qui vont pouvoir investir dans un gros méthaniseur. Alors souvent on fait ce reproche, on entend beaucoup le reproche des gros méthaniseurs qui seraient plus polluants, etc. Alors dans les faits, il y a pas de règle. Il y a des gros méthaniseurs qui gèrent parfaitement bien la durabilité, qui ont un esprit très intégré dans leur territoire, etc. Il y a des petits méthaniseurs qui n'y arrivent pas toujours parce que c'est pas facile quand on est tout seul. Et puis en fait, il y a tous les cas de figure possibles et imaginables. Donc l'idée du gros qui n'est pas bien et du petit qui est super, non, je pense pas. Par contre, c'est vrai que je pense que le meilleur méthaniseur, c'est celui qui est adapté à la ferme sur laquelle il s'adosse, c'est-à-dire si on est un petit agriculteur, c'est d'avoir bien réfléchi. Un petit agriculteur, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais c'est d'avoir bien réfléchi dans son environnement, dans sa production, dans ses cultures, dans son système. Et quand on a un gros projet territorial, c'est vraiment d'avoir aussi réfléchi à toutes les nuisances possibles et d'avoir anticipé et d'avoir réfléchi avec les acteurs du territoire pour que ce méthaniseur soit le mieux intégré aussi possible et le plus qu'il apporte le plus de choses positives à son territoire. Donc pour moi, oui, le meilleur méthaniseur, c'est vraiment celui qui s'inscrit dans la durabilité, celui qui est bien adapté à sa ferme, celui qui ouvre sa ferme, on va dire, et son unité aux citoyens, aux riverains, qui permet de faire du lien et aux citoyens de comprendre ce qui se fait près de chez eux. Et puis c'est quelqu'un une unité qui s'inscrit vraiment dans la durabilité, dans lequel la méthanisation améliore les externalités positives, agroécologiques, économiques et sociales. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres avantages de la méthanisation qu'on n'a pas évoqués? Alors oui, l'aspect territorial, j'en parle. Vraiment, c'est un projet, une unité de méthanisation, c'est intimement lié au territoire, puisque les intrants, c'est du déchet local. La production d'énergie, elle est locale, elle est parfois utilisée vraiment localement. Donc on est vraiment dans un système circulaire, résilient et qui a du sens parce qu'il est local. Donc ça permet aussi d'embaucher, de créer des emplois. Une unité de méthanisation moyenne, c'est entre 1 et 3 emplois à temps plein, non délocalisables et territoriaux. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis ça c'est vraiment les emplois locaux, mais ça permet à beaucoup d'acteurs du territoire aussi d'intervenir, de travailler en collaboration. C'est souvent des projets des projets des collectivités, ces unités de méthanisation. Donc il y a cet aspect vraiment territorial qui est vraiment très intéressant. Il y a alors on parle parfois des odeurs qui est une des nuisances parfois qu'on reproche aux agriculteurs. En fait, le digestat, il faut savoir qu'il est inodore. Par rapport à des effluents d'élevage qui sont parfois terriblement, il faut le dire quand même, qui sentent pas très bon. Ce qui peut sentir dans une unité de méthanisation, c'est le stockage d'effluents. Donc ça, c'est à gérer. Il y a des solutions, il y a des bâches, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour empêcher. Mais bon, ces odeurs, elles existent déjà dans le traitement des effluents d'élevage classiques. Voilà, donc il y a une amélioration au niveau de cette nuisance pour les riverains. Il y a le côté territorial, j'en ai parlé, et puis il y a une amélioration. Il peut y avoir aussi une amélioration de la biodiversité, parce que quand on rajoute souvent la culture intermédiaire dont j'ai pas encore trop parlé, donc la cive. Les cives, ce sont donc cultures intermédiaires à vocation énergétique. C'est une culture qu'on
on ajoute entre deux cultures principales, donc qui viennent pas en compétition avec les cultures, on va dire alimentaires, et qui ont beaucoup d'externalités positives agroécologiques, donc notamment par le système de racines qui restructure le sol, qui diminue la lixiviation des nitrates, donc la fuite des nitrates dans les eaux souterraines. Il y a aussi la biodiversité, j'en parlais parce que souvent c'est les floraisons, c'est une culture qui fleurit et qui n'existait pas avant, donc on peut avoir une amélioration de la biodiversité. On a un couvert du sol qui permet de limiter l'érosion au niveau du sol. On a tout un tas d'externalités vraiment très intéressantes qui aussi sont à prendre en compte puisqu'elles améliorent aussi cet aspect, la biodiversité, l'érosion du sol qui est un vrai sujet aujourd'hui. Donc les CIF, c'est des cultures intermédiaires entre deux cultures principales, comme deux cultures de maïs ou deux cultures de blé. C'est ça. Oui. Et on parle de quel type de plantes? Alors, il y a plusieurs types de cives. Il y a les cives qu'on appelle d'été et les cives d'hiver. Alors, ce sont des les cives d'été. On peut avoir par exemple le tournesol, du sorgho. Il y a beaucoup de cives différentes. Il y a le seigle. Il y a en fait, c'est une culture qui n'est pas conduite à maturité, qui va pas être récoltée pour être ensuite vendue. On va juste récolter la biomasse disponible pour l'utiliser pour le méthaniseur. D'accord. Maintenant, on va parler un peu des critiques faites à la méthanisation. La méthanisation et l'élevage bovin sont souvent liés, on l'a vu. Est-ce que investir lourdement dans cette technologie, c'est pas contradictoire avec notre besoin de manger moins de viande? Alors, il faut se replacer un petit peu pour répondre à cette question. Il faut se replacer un peu dans le contexte français. Alors, nos élevages bovins, donc il y en a de types pour l'industrie laitière, pour le lait, et puis pour la viande. Alors, dans les deux cas, ces deux débouchés. En France, le cheptel bovin ne fait que diminuer depuis 30 ans. Et c'est une tendance qui risque de continuer. Donc on n'a pas le risque. En France, il serait plutôt qu'on n'ait pas assez de producteurs pour pouvoir répondre à la demande en France et qu'on importe une production qui serait de moindre qualité et qui serait malheureusement, pas avec nos critères ni de bien-être animal ni environnementaux. Donc là, la question, elle est plutôt au renouvellement des agriculteurs de demain. Et on a beaucoup de fermes, notamment en polyculture élevage, des productions de lait ou de viande, qui ne trouvent pas de repreneurs et qui ont du mal à en trouver. Donc là, la question ne va pas se poser en ces termes en France, en tout cas. Elle va plutôt se poser sur le renouvellement des générations et sur l'avenir des filières bovins en France. Mais cela dit, comme on disait, un méthaniseur, il peut fonctionner avec. C'est un choix qui a été fait par nos dirigeants, par notre pouvoir public, de valoriser les effluents d'élevage. Mais les végétaux fonctionnent aussi très bien avec la méthanisation en tant qu'intrant. Et puis il y a l'intrant sans doute du futur, c'est quand même les biodéchets des collectivités. Puisqu'en 2023, les collectivités vont avoir une obligation de traiter ces déchets-là. Elles vont se tourner, il n'y a pas 36 moyens de valoriser ces déchets, il y a le compostage et la méthanisation. Donc il va y avoir vraiment un volume d'intrants, ce sera peut-être une occasion d'intégrer ces intrants et d'être encore plus... Il y a déjà des agriculteurs qui le font d'ailleurs, et qui sont encore plus intégrés dans les territoires. C'est très apprécié des habitants, des riverains, de savoir que l'agriculteur près de chez vous traite les biodéchets de la cantine ou de la collectivité. Toujours par rapport à ces investissements qui sont assez lourds, j'imagine pour une ferme, est-ce qu'il n'y a pas une tentation à se tourner vers l'élevage intensif pour pouvoir nourrir les structures de méthanisation? En fait, c'est pas dans ce sens-là que se réfléchit en général le projet de méthanisation. C'est plutôt à partir de la ferme qui se fait, à partir du potentiel de la ferme.
et à partir du potentiel d'intrants que les agriculteurs vont pouvoir mettre. Alors après, une fois que la méthanisation est là, qu'elle est sortie de terre, qu'un agriculteur souhaite augmenter le cheptel pour augmenter les intrants, les effluents, etc. Pourquoi pas. Alors il faut savoir que en France, le cheptel moyen, bovin moyen, c'est 60 vaches. Hein. C'est petit, quoi. On est très très loin des élevages intensifs qu'on appelle intensifs dans des pays, dans d'autres pays, même voisins. Donc une méthanisation en moyenne, c'est une centaine de vaches, donc c'est des exploitations qui sont déjà un petit peu plus grandes. Il m'arrivait de visiter des cheptels, des exploitations avec un cheptel de 300 vaches. Donc 300 vaches, ça commence à faire pas mal. C'est-à-dire que c'est des agriculteurs qui se mettent à plusieurs, hein, qui mutualisent les bâtiments, qui mutualisent le cheptel pour pouvoir aussi avoir des week-ends, des vacances, parce que c'est pas facile, hein, l'élevage, il faut savoir, notamment l'élevage laitier, il faut être là tous les jours, et le matin, à la traite du matin, à la traite du soir, c'est très très contraignant. Donc cette mutualisation, ça permet aussi aux agriculteurs d'avoir une vie, hein, d'avoir une vie à côté. Et puis ça permet quelque part, en fait, plus les agriculteurs, les éleveurs sont dans des bonnes conditions de travail, plus ils vont chouchouter leurs vaches. Hein. C'est comme ça que ça se passe. On parle du bien-être animal, il faut aussi parler du bien-être des éleveurs. Plus un éleveur il est dans des bonnes conditions de travail, plus il va essayer d'améliorer le bien-être de ses vaches. Alors comme je le disais tout à l'heure, les bâtiments nécessaires pour la méthanisation, ils sont obligés de les remettre aux normes. Donc c'est des très grands bâtiments avec souvent des logettes pour les vaches, c'est-à-dire des endroits où elles peuvent se reposer. Elles ont un accès libre partout et tout le temps, hein, donc ça c'est très très sympathique à voir. Et puis il y a des espèces de grandes pales qui récupèrent les effluents régulièrement. Et c'est une automatisation, on va dire, mais tout ça permet l'agrandissement. Souvent, la méthanisation s'accompagne d'un agrandissement, hein, des bâtiments, d'une amélioration du confort des vaches. Donc, quelque part, le nombre de vaches ne dit pas la qualité et le bien-être. Ce qui compte, c'est le nombre d'agriculteurs, d'éleveurs qui vont s'en occuper. Ce qui compte, c'est la superficie. Ce qui compte, c'est l'accès qu'elles ont à tout le bâtiment ou au plein air éventuellement, hein, si c'est des productions spécifiques, bio ou AOP ou qui nécessitent un certain nombre de jours à l'extérieur. Hein. Il faut savoir que la méthanisation n'empêche pas les vaches d'aller dehors. Voilà, c'est une organisation différente pour les éleveurs, mais c'est pas incompatible. Quels sont les risques pour les riverains d'une installation par rapport à la qualité de l'air? Alors les fuites de gaz, comment dire, il faut voir que la méthanisation, elle est vraiment installée en France, on va dire depuis, c'est récent, hein, c'est une filière très jeune, c'est depuis 2007, on va dire, voilà, vraiment c'est donc une filière très jeune qui progresse très vite, la méthanisation il y a 10 ans était pas du tout celle d'aujourd'hui. Les matériaux utilisés, la technologie a évolué aussi très rapidement. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes matériaux qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc là, les constructeurs ont fait énormément de progrès, grâce à l'Allemagne aussi, hein, puisque beaucoup de technos viennent d'Allemagne. Donc aujourd'hui, les agriculteurs méthaniseurs qu'on rencontre, nous, ils sont collés à leur téléphone, avec sur leur téléphone, tout est monitoré. Ils ont en temps réel le nombre de mètres cubes de biogaz fabriqué, transformé, la température, le pH du digestat, etc., etc. Et au moindre problème, il y a une alerte. Donc on est témoin, hein, quand on discute avec des agriculteurs méthaniseurs, il y a toujours leur téléphone qui sonne en permanence. Donc je pense que la filière est en train d'arriver à une certaine maturité technologique, si on peut dire. Ensuite, bien sûr que il doit y avoir aussi, il a dû exister certainement, je pense plus dans le passé, des problèmes de fuite, notamment sur des matériaux qui n'étaient pas encore matures, qui n'étaient pas encore aussi,
bien pris en main par les agriculteurs, hein, parce que il y a aussi ce souci-là, c'est que les agriculteurs méthaniseurs, ils se sont formés sur le tas avec les moyens du bord. Donc les premiers méthaniseurs, ils sont allés se former en Allemagne avec les agriculteurs allemands, et puis ensuite aujourd'hui ils se forment avec d'autres agriculteurs. Les premières formations en méthanisation, elles ont 2 ans, quoi. Donc là, il y a un DU qui vient juste de sortir en méthanisation, donc ça c'est super, avec de la formation qui va pouvoir aider les agriculteurs méthaniseurs à avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants de ce métier qui est vraiment un métier encore un autre métier que ce qu'ils font habituellement, hein. C'est un métier à part entière avec beaucoup d'ingénierie, beaucoup de technicité, beaucoup de c'est très complexe. Donc s'il existe aujourd'hui des fuites de gaz, en principe tout est monitoré, donc il y a des alertes. Il faut savoir aussi qu'une fuite de gaz pour un agriculteur, c'est de l'argent qui s'en va, hein. C'est pas seulement, c'est de la pollution bien sûr, hein, mais c'est de l'argent qui s'en va, donc ils ont vraiment aucun intérêt, et ils savent hein, quand ils sont pas dans les quantités de gaz qu'ils doivent avoir. Donc voilà, aujourd'hui les bâches, les doubles bâches, c'est plus du tout les mêmes qui pareil il y a 5 ans ou 10 ans. Une bâche, ça se change à peu près tous les 7 à 8 ans. Ça, c'est vrai qu'il faut un entretien du matériel, mais c'est vrai que comment dire, ces remarques, l'explosion, il y en a pas eu depuis des années. C'est des choses qui ont existé, hein, qui peut-être existent encore sur certaines installations qui sont pas peut-être bien normée, etc. La filière méthanisation, elle est très consciente de sa jeunesse et de tous les efforts à faire. Alors sur la partie techno, il y a un label qui est sorti en 2020. Alors vraiment c'était très récent, tout ça est très récent. Un label Calimeta qui labellise les constructeurs, les maîtres d'ouvrage, etc. Alors ce label maintenant il est obligatoire pour avoir les aides pour financer le méthaniseur. Donc c'est un label maintenant de qualité qui oblige vraiment les constructeurs vraiment à être transparents, à former les agriculteurs, à être dans une optique de durabilité, etc., etc. Donc là on est vraiment je dis pas hein, qu'il y a certainement ça doit exister des erreurs, des accidents, des fuites, etc. Mais vraiment toute la filière est en amélioration constante et surtout depuis les 2-3 dernières années. Les riverains mettent souvent en avant la peur générée par les installations, les nuisances olfactives, que ça dévalue leurs biens immobiliers. C'est quand même un argument qui est totalement entendable. Oui, c'est entendable. C'est entendable. Alors, les odeurs, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est pas dû au processus de méthanisation ni au digestat, hein, c'est dû au stockage des intrants. Alors, c'est ce type de critique, est souvent fait sur des méthaniseurs territoriaux, les méthaniseurs de groupe dont je parlais tout à l'heure, de plusieurs agriculteurs. Et en effet, je pense que il y a une réflexion quand même à avoir en amont sur les installations de méthanisation, où on installe une méthanisation, comment on s'intègre dans un paysage. Vraiment, c'est des questions qui sont très légitimes et qu'il faut avoir en amont des projets. Et c'est d'autant plus important que il y a beaucoup de projets en cours, là, tu parlais de la SNBC tout à l'heure, donc la stratégie nationale bas carbone va amener le nombre de méthaniseurs à doubler dans les années à venir. Donc il faut absolument que l'acceptabilité des riverains et l'acceptabilité sociétale, elle est très importante. Elle peut ralentir ce développement de la méthanisation, et il faut absolument que ces projets soient réfléchis en amont. Moi, j'ai visité un certain nombre d'unités de méthanisation qui l'ont très bien réfléchi en amont. Alors, qui installent l'unité dans un endroit qui n'est pas très visible, qui n'est pas visible, par exemple des maisons, qui est peu visible de la route, ou qui est entouré d'arbres par exemple, ou qui est là dernièrement, la semaine dernière, on a visité des cuves qui sont enterrées, donc on voit juste la partie supérieure du dôme, mais donc on la voit peu. Alors ça, il faut savoir que c'est à la charge de l'agriculteur, hein, c'est beaucoup plus cher d'enterrer des cuves.
Mais c'est une réflexion qu'ils ont eue eux, ce groupe d'agriculteurs, pour justement éviter ces frondes sociales, ces frondes des riverains autour d'eux. Donc oui, l'esthétique c'est important. C'est important, c'est pas toujours très joli un méthaniseur. Donc il faut réfléchir où l'installer, dans comment gêner le moins possible, comment. Et puis surtout, je crois que ce qui est important, c'est que il y en a qui le font très très bien, c'est que il faut discuter avec, il faut présenter le projet aux riverains et leur expliquer toutes les externalités positives pour eux aussi, en termes de gaz à effet de serre, en termes de moins de pollution justement. Si ça s'inscrit dans un projet de durabilité et d'amélioration des pratiques agricoles, faut l'expliquer. Ça, les gens comprennent. Ils comprennent quand un agriculteur explique que grâce à ce changement de pratique, il va pouvoir avoir un label HVE ou un label bio, ou ça les gens comprennent très bien, ou si c'est pas un label, en tout cas expliquer en quoi ça va améliorer leur pratique, la pollution dans les sols, la pollution de l'air, etc. Comme ça touche les gens. Et puis si ils traitent des déchets locaux, c'est leur expliquer que voilà, nous en tant qu'agriculteurs, on traite vos déchets, vous de riverains, et on en fait de l'énergie verte, et on en fait du digesta qui permet de se passer d'engrais. C'est toute une belle histoire, à la fois une belle histoire à raconter, mais qui correspond à une réalité, et puis à la fois une attention, je pense, c'est important à avoir sur ses voisins. Je connais, il y a un agriculteur, il appelle régulièrement, il va voir régulièrement ses voisins parce qu'il a installé un nouveau moteur. Il sait que le moteur ça peut faire un petit peu de bruit, alors les voisins ils adorent, ils aiment bien, ça les rassure, ils ont l'impression de tout savoir, que c'est transparent, qu'il n'y aura pas de risque là-dessus. Donc je pense que la transparence c'est vraiment un sujet très très important, et non, c'est une vraie question là. Et par rapport au trafic de camions que génère l'approvisionnement des installations en intrants? Oui, alors ça, il faut pour donner un ordre de grandeur, l'installation moyenne, un méthaniseur, on va dire moyen en France, c'est 210 kW la puissance, la puissance électrique si c'est une cogénération. 210 kW, c'est un camion par jour. Donc et généralement c'est sur place, c'est des intrants, c'est une petite 210 c'est considéré comme une méthanisation moyenne avec des intrants de l'agriculteur. Donc quelque part ça se voit pas, il y a pas spécialement de camions. Alors par contre là la gêne qui existe sur certaines unités, c'est des grosses unités territoriales. Comme je disais, moi je suis pas contre du tout, j'en ai visité, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi à la fois énergétique, agroécologique, etc. Mais en effet, sur certaines unités, et notamment les unités qui traitent les déchets, à la fois les déchets ménagers, les déchets agroalimentaires et les déchets agricoles, là on peut avoir effectivement des camions, de nombreux camions, et c'est pareil, ça peut aller jusqu'à 10 par jour. Donc il faut avoir une réflexion en amont sur ce type avec les territoires, quoi, pour avoir des travaux de voirie qui permettent d'avoir des voies adaptées non, mais c'est sûr que c'est des questions à réfléchir en amont. On va parler un petit peu de futur. Donc je parlais tout à l'heure de la SNBC. Là aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on est autour des 0,3% du gaz consommé en France est issu du biométhane. Et l'objectif est de 7% d'ici à 2030. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce que tu penses? C'est une bonne question. Alors, je suis quand même pas la mieux placée pour en parler, même si bien sûr mon souhait c'est que cette filière se développe. Ça me paraît un objectif un peu ambitieux par rapport à ce qu'est la filière aujourd'hui. Maintenant, bien sûr qu'elle va se développer, bien sûr que c'est à mon avis souhaitable à la fois pour les agriculteurs, pour l'énergie, pour le futur. Vraiment, je souhaite de tout mon cœur que la méthanisation se développe. Je pense que d'ici 2030, c'est un peu, ça va être un peu dur quand même. Alors après, la méthanisation, il y a d'autres façons. Le méthane, il peut être aussi produit par
par d'autres voies que la méthanisation, notamment la pyrogazéification qui est en pleine aussi essor. Enfin, il y a d'autres façons de produire du méthane. Il y a aussi la méthanation à partir d'hydrogène et de CO2. Donc ça, c'est aussi un moyen, un des exutoires aussi pour le CO2. Une des valorisations du CO2, ça peut aussi être ça, de fabriquer du méthane de synthèse avec de l'hydrogène. Donc là, il y a des voies, il y a beaucoup de travaux qui se font, beaucoup de projets. C'est la filière biométhane, elle est très dynamique, très active. Il y a beaucoup de choses. Après 2030, je sais pas. J'espère qu'on va pas quand même pousser trop les agriculteurs à augmenter leur capacité trop vite. J'espère que ça se fera vraiment dans un esprit d'équilibre, dans un esprit de projet bien pensé. Pour bien penser un projet, il faut quand même du temps. Donc je pense qu'il faut pas, c'est pas forcément une bonne chose de trop pousser trop rapidement. Pour ne pas que la France suive les pas un peu de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est à la fois l'exemple et le contre-exemple. L'exemple parce que c'est le premier producteur de biogaz dans le monde. Ils ont un savoir-faire, ils ont les technos, ils ont les compétences. Mais à la fois, c'est un modèle qu'on veut pas suivre. Mais l'Allemagne est en train de changer aussi de modèle. Donc ils vont pas pouvoir continuer. Ils s'aperçoivent des effets délétères des cultures dédiées, du maïs, etc. Donc ils sont en train aussi de changer ça. Mais ouais, c'est plutôt pour nous sur la partie sur le modèle agroécologique, c'est plutôt un contre-exemple pour la méthanisation d'Allemagne. Donc l'idée c'est pas de les suivre. On n'a pas parlé de coûts. Pour l'instant, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 4 à 5 fois le prix du gaz naturel. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas un bloqueur justement au développement? Ça c'est toujours comment dire, oui, bien sûr, oui, pareil, la filière méthanisation travaille aussi à baisser ses coûts. Actuellement, c'est un gros sujet parce qu'on sait que ce sont des tarifs qui sont subventionnés, mais à la fois, il faut savoir ce qu'on subventionne. Voilà, est-ce qu'on subventionne aussi un modèle agroécologique, aussi une pérennité des fermes, aussi de la résilience. À mon avis, la difficulté de la méthanisation, c'est que c'est tellement de choses. C'est pas juste un modèle, c'est pas juste une énergie renouvelable. Donc moi je suis pas choquée bien sûr par ces subventions, puisque ce sont des subventions, mais je pense que tout dépend du modèle qu'on souhaite. Gabrielle Dufour, merci beaucoup. Merci à toi, Florian. Décidément, ce monde est désespérément complexe, et notre besoin de catégoriser les choses bonnes ou mauvaises est rarement satisfait quand on cherche assez longtemps. Merci à Gabrielle Dufour d'apporter un peu de nuance à un débat clivant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, et si vous avez des commentaires, je serai ravi de les lire sur les réseaux ou par email. À bientôt!